Bonjour à vous. Je fais cette vidéo pour vous présenter les phénomènes d'équilibre carbonaté et d'effet tampon dans l'aquarium. C'est donc une vidéo principalement à destination des aquariophiles. Alors ça va être pas mal de chimie, bien sûr, il s'agit de chimie de l'eau. Cependant, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la chimie, il n'y a pas de concept vraiment compliqué, il n'y a même pas de calcul, donc ça demeure relativement abordable pour tous. Il y a toutefois quand même pas mal de petites choses à savoir, et pour alléger tout ça, j'ai cru bon de le séparer en 4 parties. Donc une première partie, une première vidéo, donc introduction et notions de base que vous êtes en train de regarder maintenant. Une deuxième partie dans laquelle j'expose les notions d'équilibre et d'effet tampon, mais de manière purement théorique dans leurs principes, donc sans espèces chimiques, sans complications inutiles. Une troisième partie dans laquelle nous allons voir la même chose, mais cette fois-ci avec les espèces chimiques, donc tel que ça se passe réellement dans votre aquarium. Et enfin une quatrième partie dans laquelle je vais exposer quelques cas concrets, donc des situations que vous êtes susceptibles de rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontrées dans votre aquarium, afin de mieux comprendre ce qui se passe dans votre aquarium et éventuellement comment y remédier. Nous allons donc sans tarder passer à la suite, les notions de base. Donc première chose à connaître en chimie, bien sûr, c'est l'atome. L'atome est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique. Dans le noyau, nous allons trouver des protons et des neutrons, mais les neutrons ne vont pas nous intéresser ici, ce sont les protons chargés positivement qui sont importants. Et dans le nuage électronique, nous allons trouver des électrons. Par défaut, les populations de protons et d'électrons sont équivalentes. Par exemple, sur le schéma que je vous présente, vous avez 4 protons et 4 électrons. Donc notre atome est équilibré électriquement, il est neutre. Cependant, si le nombre de protons ne change jamais, il arrive fréquemment qu'un atome gagne ou perde des électrons. Le fait de gagner ou perdre des électrons va changer sa charge. Si on perd des électrons, on va avoir plus de protons que d'électrons, donc nous nous retrouvons avec un atome chargé positivement, comme Na+, par exemple, qui a perdu un électron, donc c'est l'ion sodium, ou bien il va gagner un électron, donc il va gagner une charge positive supplémentaire, et il sera chargé négativement, ce sera l'ion Cl-, par exemple, c'est-à-dire l'ion chlore. En chimie de l'eau, nous devons connaître au moins 2 atomes importants. L'atome d'oxygène, qui est noté O majuscule, qui est composé de 8 protons, et donc, par défaut, de 8 électrons. Il faut savoir que lorsque l'atome d'oxygène peut gagner 2 électrons, donc quand il peut passer de 8 électrons à 10, il devient stable. Tant qu'il n'a pas ces 2 électrons supplémentaires, il est très réactif et va chercher à se combiner avec d'autres atomes pour leur prendre en fait leurs électrons. Deuxième atome important, l'hydrogène. Donc noté H majuscule, c'est aussi l'atome le plus simple, puisqu'on va trouver un proton dans son noyau et un électron dans le nuage électronique. Bien sûr, si je vous parle de ces 2 atomes, c'est parce qu'on a affaire à de l'eau, donc la molécule d'eau, vous la connaissez, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène combinés à un atome d'oxygène. En effet, comme l'atome d'oxygène cherche à récupérer 2 électrons supplémentaires, il va attirer à lui 2 atomes d'hydrogène pour leur prendre leurs électrons, et ainsi se constituer un nuage électronique à 10 électrons. Alors dire que l'eau est constituée de molécules H2O n'est pas tout à fait juste. Effectivement, si vous avez de l'eau pure, à la base donc H2O, vous n'avez vraiment que des molécules H2O, eh bien il faut savoir qu'une partie de ces molécules vont se modifier pour donner des ions. Nous allons voir tout de suite comment. En effet, la molécule d'eau est très fragile et peut facilement perdre un proton. Ce proton ne va pas rester tout seul bien longtemps, il pourra être récupéré par une autre molécule d'eau. Ce phénomène, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Alors c'est un nom barbare, mais en fait qui recouvre quelque chose de très très simple. Ça se joue entre 2 molécules d'eau. Une molécule va perdre un proton, et l'autre molécule le récupère, tout simplement. Alors évidemment, ça va amener un déséquilibre des charges électriques, et nous allons nous retrouver avec 2 ions. L'autoprotolyse de l'eau peut ainsi s'écrire de cette façon.
2H2O donne un HO- plus un H3O+. H-, c'est la molécule d'eau qui a perdu un proton. Comme elle a perdu un proton positif, il devient chargé négativement, HO-. Inversement, H3O+, c'est la molécule d'eau qui a récupéré le proton, une charge positive en plus. Donc il sera noté H3O+. Cette écriture, c'est l'écriture concrète, celle qui représente vraiment ce qui se passe au niveau des molécules. Mais il y a une autre façon de l'écrire qui est plus simple, qui représente en fait la logique de l'autoprotolyse de l'eau, et qui va s'écrire ainsi. Un H2O donne un HO- plus un H+, c'est-à-dire le proton tout seul. Alors c'est pas tout à fait la réalité physique, puisque le proton ne reste pas tout seul, mais c'est l'écriture logique de ce phénomène. Je vous présente cette deuxième écriture car si vous faites des recherches au sujet de la chimie de l'eau, vous tomberez forcément sur ce type d'écriture tôt ou tard. Donc, vaut mieux être prévenu. Les deux ions qui ont été produits par l'autoprotolyse de l'eau portent des noms. HO-, c'est l'hydroxyde, et H3O+, c'est l'hydronium. À retenir parce que ça revient tout le temps en chimie de l'eau. Je vais couramment les employer. À savoir aussi, l'hydroxyde peut se noter HO- ou OH-. Ces deux écritures sont parfaitement équivalentes, veulent dire exactement la même chose, et il peut arriver que j'emploie l'un ou l'autre. Là encore, ne soyez pas surpris. Donc, quand vous disposez de votre eau pure, composée de molécules H2O, une partie de ces molécules vont se séparer en ions HO- et H3O+. Une petite partie seulement. Normalement, vous devez avoir constamment autant d'HO- que d'H3O+. Ce qui signifie que votre eau pure reste toujours neutre du point de vue de son pH. Alors le pH, c'est une notion absolument essentielle en chimie de l'eau, c'est ce qui indique en gros si votre eau va être neutre, acide ou basique. Et cela dépend en fait des proportions respectives entre l'ion hydroxyde, donc HO-, et l'ion hydronium, H3O+. En effet, si vous avez plus d'H3O+ que d'hydroxyde, vous aurez un pH qui va descendre en dessous de 7 et votre mélange va devenir acide. Si au contraire vous avez moins d'H3O+ que d'HO+, votre pH va devenir supérieur à 7 et votre mélange devient basique. Bien sûr, si nos deux ions se trouvent en quantité égale, notre pH est égal à 7 et notre mélange est dit neutre. Nous allons maintenant voir les notions d'acide et de base. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le pH. Si vos connaissances à ce sujet ne sont pas très claires, je vous conseille d'oublier ce que vous savez et de simplement vous tenir à cette définition toute simple de ce qu'est un acide. Un acide est une espèce chimique qui peut donner un proton. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pour une base, eh bien c'est l'inverse. Une base est une espèce chimique qui peut capter un proton. On ne parle pas de pH. Ce qui nous amène à la notion de couple acido-basique. En effet, à tout acide correspond une base. Alors pourquoi? C'est très simple. Lorsqu'un acide va donner un proton, celui-ci va changer de nature et va devenir ce que l'on appelle une base. Inversement, quand une base va capter un proton, il va changer de nature et devenir un acide. Nous allons voir ça de façon écrite, c'est-à-dire un acide A donne une base B plus un H+. Alors l'H+, bien sûr, il vient de l'acide. Inversement, nous pouvons avoir B, une base, plus H+, donne A. C'est-à-dire une base qui capte un proton va devenir un acide. Ici, ces deux écritures comportent une flèche unique qui indique que ces réactions se font uniquement dans un sens et ne sont pas réversibles, ou du moins ne sont pas facilement réversibles. Il existe un autre type de relation qui est A donne B plus H+, avec une double flèche. Cette double flèche indique que la réaction peut se faire dans les deux sens et de manière spontanée, sans qu'on ait besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour aller dans un sens ou dans l'autre. Ça se fait en fait tout seul. Il s'agit souvent en fait d'une relation d'équilibre, c'est-à-dire que selon les conditions du mélange, un peu d'acide va se transformer en base, ou un peu de base va redevenir de l'acide,
Parfois, ça va être tout l'un ou tout l'autre, mais tout ça change spontanément sans qu'on fasse rien de spécial. Quand on a affaire à une flèche unique dans un seul sens, c'est qu'on a affaire à un acide fort ou une base forte. Ces corps ont tendance donc à réagir entièrement et de façon non réversible. Exemple, un acide fort, HCl. HCl, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas de l'acide chlorhydrique, c'est du chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène à température et pression ambiante, c'est un gaz. On a une molécule qui est bien cohérente, c'est-à-dire un atome d'hydrogène et un atome de chlore qui se tiennent bien ensemble, donc nous n'avons pas d'ion. Si nous n'avons pas d'ion, c'est-à-dire ni d'H3O+, ni d'HO-, eh ben, on ne peut pas avoir de pH. Donc le chlorure d'hydrogène est juste un gaz qui n'a pas de pH. Mais c'est quand même un acide. Alors pourquoi c'est un acide ? Parce que selon la définition que je vous ai présentée juste avant, ce corps peut donner un proton. Effectivement, on voit que HCl donne Cl- plus H+. Et si on reconnaît la relation A donne B plus H+. Donc Cl-, en fait, c'est la base qui correspond à l'acide HCl. Nous allons maintenant voir une base forte. Alors là, malheureusement, l'écriture n'est pas aussi simple. Je vais vous demander de prendre ça comme ça vient, sans vous compliquer la vie. On ne va pas retrouver l'écriture B plus H+ donne A, pour la simple et bonne raison qu'ici, on n'a pas d'ion H+. Donc on ne peut pas écrire cette relation aussi simplement. Mais vous allez comprendre tout de même comment ça fonctionne, ce n'est pas très compliqué. On va voir le cas de l'hydroxyde de sodium, qui est une base forte, que l'on appelle aussi soude. L'hydroxyde de sodium, NaOH, Na donc c'est le sodium, va nous donner Na+, l'ion sodium, plus HO-, qui est l'ion hydroxyde, qu'on connaît déjà. Alors pourquoi c'est une base ? Tout simplement parce que NaOH fournit l'ion hydroxyde. Et l'ion hydroxyde, vous vous en doutez, va être capable de capter un proton et de donner une molécule d'eau. Et finalement, c'est bien ce qui se passe, notre produit permet de capter des protons, donc c'est bien une base. J'insiste sur le fait qu'il s'agit ici de réactions qui se font dans un seul sens et aussi complètes que possible. Si vous mettez du chlorure d'hydrogène HCl dans de l'eau, cette molécule va donner tous les protons H+ qu'elle a. Et finalement, l'eau va devenir de l'acide chlorhydrique. Et c'est là qu'on va avoir un pH. En fin de compte, le pH ne concerne, pour ce qui nous intéresse, que les mélanges aqueux, c'est-à-dire à base d'eau. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez un acide dans l'eau, l'eau va devenir acide. Si vous ajoutez une base dans l'eau, l'eau va devenir basique. Alors comme vous vous en doutez, les notions d'acide fort et de base forte supposent les notions d'acide faible et de base faible. Ça agit exactement de la même façon, ce sont aussi des acides et des bases qui vont donner et prendre des protons. La différence par contre, c'est qu'ils ne vont pas avoir tendance à réagir de manière complète et vont plutôt entretenir des relations d'équilibre en fonction des paramètres du milieu. Premier exemple d'acide faible, l'eau. Alors en effet, l'eau peut donner ce type de relation. H2O donne HO- plus H+. Si vous regardez bien, c'est bien le schéma A donne B plus H+. L'eau donne bien un proton, qui donne donc une base qui est HO-. Donc l'eau est un acide. Un exemple de base faible, encore l'eau. En effet, on peut avoir ce genre de relation. Alors cette fois-ci, on a la bonne formule parce que on fournit de H+, avec un acide qui est H3O+. H3O+, en effet, peut perdre un proton pour donner de l'H2O plus H+. Dans cette formule, vous voyez qu'H2O occupe la position de la base. L'eau peut donc se comporter à la fois comme un acide et comme une base. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotère, ou un ampholyte, c'est le nom correspondant à l'adjectif. Je vous en parle parce que l'eau n'est pas la seule espèce amphotère que l'on va voir, on va en voir une deuxième qui est très utile pour notre équilibre carbonaté, mais on en reparlera prochainement. Et bien voilà, c'est terminé pour cette première partie, j'espère que ça n'aura pas été trop difficile à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux et au plus vite. J'espère vous retrouver bientôt dans la deuxième partie qui expose les principes
d'équilibre et d'effet tampon. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.